sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Retour sur la proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre qui vient de se tenir à la salle Garnier. Focus sur l'AS Monaco qui œuvre au développement des valeurs de solidarité et de partage. Nous plongerons au cœur des coulisses du nouveau ballet de Jean-Christophe Maillot, Coppelia. Et puis, notre invité de la semaine sera l'écrivain Aurélie Razimbaud, le coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre. Le président de la République d'Albanie était en visite officielle aujourd'hui en principauté. Une visite qui faisait suite à celle du souverain en octobre 2018 en Albanie. Ilir Meta a ainsi pu découvrir la principauté, visiter le musée sonographique et s'entretenir avec le prince Albert pour évoquer ensemble l'évolution des dossiers environnementaux menés par la fondation Prince Albert II au pays des Aigles. Après une rencontre bilatérale, le souverain a élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de Saint-Charles le président Meta. Direction à présent la salle Garnier où ont été proclamés mardi soir les prix 2019 de la Fondation Prince-Pierre avant qu'ils soient remis mercredi matin au théâtre Princesse Grace. Une cérémonie qui s'est déroulée bien sûr en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Le reportage de Sandrine Nègre. C'est toujours une immense joie, une fierté sans penser à cet héritage magnifique et assez impressionnant de mon grand-père, dont j'ai encore la chance d'avoir de très très beaux souvenirs et qui m'a sûrement aidé et influencé. L'instant est toujours magique et incroyable, recevoir un prix pour son œuvre dans un lieu aussi mythique que la salle Garnier. Ici, les œuvres des plus grands compositeurs se succèdent année après année, sur la scène d'un espace signé Charles Garnier. La prestigieuse proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre a sacré plusieurs écrivains, prix littéraire Linda Lay et Grégory Le Floch, bourse de la découverte. J'ai ressenti une grande gratitude, évidemment, envers le jury et la Fondation, mais aussi j'ai eu une pensée très émue pour mon éditeur, Christian Bourgois, disparu en 2007, et puis pour son épouse Dominique Bourgois, qui ont tous les deux soutenu pendant des années, pendant très longtemps. Je publie depuis 1993. J'ai voulu vraiment créer quelque chose d'en dehors du monde. Alors ça se passe en Allemagne, près d'une forêt, mais bon, l'Allemagne c'est féerique, les forêts c'est merveilleux, la forêt noire, donc il y a quelque chose de un peu conte, comme un conte. Je voulais créer un conte étrange, un conte noir. Quand on écrit, on est tout seul, on est vraiment tout seul. Moi c'est mon premier roman, donc je connaissais personne. Et pouvoir échanger avec d'autres qui me racontent qu'eux aussi se trouvent tout seuls quand ils écrivent. En fait, on est ravis de se rencontrer, ravis de pouvoir échanger et on peut parler d'écriture, mais on peut aussi parler de tout ce qu'il y a autour. Le monde du livre, en fait. Les éditeurs, les libraires, les rencontres, les lecteurs, comment ça se passe. Le coup de cœur des lycéens revient à Aurélie Razimbaud pour une vie de pierre chaude à entendre à la fin de votre journal puisqu'elle est notre invitée de la semaine. Après la littérature, place à la musique. Le tremplin musical est décerné à Colin Matthews. Le coup de cœur des jeunes mélomanes à Juka Tiensu pour Théotone. De son côté, le prix international d'art contemporain revient à Arthur Jaffa pour Love is a Message, The Message is Death, œuvre très émouvante à découvrir à Turin au Palazzo Madama du 1er au 13 novembre. The description doesn't fit. If not a synonym or menace, then forget it and turn. Pray for Paris.
pray for the parents. Art contemporain toujours avec Anneka Lensen qui décroche elle le prix pour un essai critique. La philosophie était aussi à l'honneur à travers l'annonce du prix de la Principauté. Afin de le dévoiler sur scène, les membres des rencontres philosophiques de Monaco, le lauréat est Georges Didier Huberman. À l'issue de ce journal, nous retrouverons Aurélie Razimbault, le coup de cœur des lycéens. Elle sera notre invitée de la semaine. Coup de projecteur à présent sur l'AS Monaco, lancé il y a 4 ans par le club de la Principauté. Ce programme œuvre au développement des valeurs de solidarité et de partage. Hier, les joueurs de l'académie ont assisté à la projection d'un film documentaire organisé par la LICRA, un atelier portant sur le racisme sur lequel revient Émilie Rousseau. C'est une action nécessaire tant le thème est toujours d'actualité. Régulièrement, la LICRA intervient dans les clubs de football pour des ateliers portant sur le racisme, la discrimination ou l'antisémitisme. Dernièrement, le président de la commission sport de la LICRA, Oren Gostio, est allé à la rencontre des jeunes joueurs de l'académie de l'AS Monaco pour leur parler de racisme et ouvrir la parole sur cette problématique qui touche notre société actuelle. Ils sont très conscients. Il y a encore beaucoup de tabous et encore beaucoup de difficultés à en parler. Et d'où ma volonté de les faire parler, de les faire participer, pour prendre conscience que notre société, si on ne va pas la défendre, elle peut s'abîmer. Et elle a progressé beaucoup. On a fait beaucoup de choses depuis les années 40. Mais si on ne va pas protéger notre société, si on ne va pas conserver notre dialogue, si on ne va pas conserver notre identité et le respect de l'autre, ça risque de disparaître. Les U17 et les U19 de Manu Dos Santos et de Frédéric Barilaro ont assisté à la projection du film Des Noirs en couleur de Pascal Blanchard et Morad Haït Abouche, un documentaire qui revient sur l'histoire des joueurs afro-antillais en équipe de France et qui aura fait réagir. C'est toujours intéressant de pouvoir parler de ces tabous-là, ces sujets-là sur le racisme, parce que c'est assez fréquent de nos jours. Et que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, donc c'est toujours intéressant de pouvoir en parler. Je pense qu'en club ou même envers nos coéquipiers qui sont de couleur ou qui sont victimes de racisme, il faut les soutenir dans toutes les circonstances parce que c'est pas forcément facile à encaisser ou les réactions sont souvent à chaud, elles sont compliquées, donc il faut savoir les épauler. Je trouve que ça ne devrait pas exister, surtout en 2019, et que c'est un truc qu'il faudrait bannir du football. Mais je pense que c'est plus un souci qui vient de la société, qui ne veut pas mettre fin au racisme. Les joueurs de l'académie auront donc été sensibles aux messages transmis par la LICRA. Malheureusement, le racisme continue d'entacher le monde du football. Des comportements, des incidents sont d'ailleurs condamnés régulièrement par l'UEFA, la FIFA ou la LFP. Suite à présent de notre série de reportages consacrée aux coulisses et des créations de fin d'année des ballets de Monte-Carlo. Et coup de projecteur aujourd'hui sur l'une d'entre elles, une nouvelle création de Jean-Christophe Maillot intitulée Coppelia. José Sacré vous propose de la découvrir. Alors que Jean-Christophe Maillot poursuit son travail de création sur le plateau de l'atelier des ballets de Monte-Carlo, à l'étage supérieur, le chef costumier Jean-Michel Lenné, son assistante, la costumière et les couturières s'affairent sous la direction d'Aimé Moreni qui signera les décors et les costumes de Coppelia, le prochain ballet de Jean-Christophe Maillot. Aimé Moreni, le titre du ballet fait allusion à l'intelligence artificielle. Est-ce à dire qu'il y aura des robots sur scène? Non, c'est plus intemporel, disons qu'on traite la chose... Bon, évidemment, il y a l'intelligence artificielle, mais la recherche de la beauté, la recherche de l'être parfait a toujours existé, en fait. C'est juste qu'on l'a ramené à notre époque, mais on essaye de le traiter quand même d'une façon intemporelle, qui soit pas datée, en fait. Ce sera ni d'hier, ni de demain, ni d'aujourd'hui. C'est un discours éternel, en fait. Et votre précédente création, tout était noir, ouais. Et ici Ici, c'est le premier acte est très blanc et le deuxième acte est plus dans l'ombre. Mais en fait, il y a vraiment deux mondes, donc les costumes s'adaptent à ces deux mondes. C'est un monde très lisse, très parfait, très ennuyeux,
dans le premier acte. Et on découvre l'acte 2, le monde de Coppelius, le savant fou, où là, c'est plus bordélique, c'est plus dérangé, c'est plus dans la recherche, etc. Et c'est caché, donc c'est dans l'ombre de la société parfaite. Qu'est-ce que c'est là à côté? Ça, c'est un petit mannequin qui est à échelle 1/50e. Ouais. Et c'est un essai, c'est juste un petit prototype là en toile. C'est les premiers essais, c'est comme les dessins mais en volume. Voilà, donc on essaye, on met les épingles et puis on ajuste, mais ce sera sûrement un prémisse de forme de costume. Quelques instants plus tard, nous assistons au premier essayage du premier costume de ce qui sera la prochaine création de Jean-Christophe Maillot. Le premier essayage des futurs costumes de Coppelia qu'on est en train de chercher, un peu comme la chorégraphie d'ailleurs. On essaye de trouver un univers, un ton, une gamme de teintes, de couleurs qui correspondent à ce qu'on veut, et puis de personnaliser évidemment les danseurs en fonction de leur rôle. Là, on est en train de travailler sur la Coppelia, cette espèce de personnage mi-réel, mi-artificiel, et de voir comment on peut lui donner une connotation qui nous semble intéressante esthétiquement, et puis qui corresponde au sujet, et surtout faire très attention à la faisabilité au niveau du costume par rapport à la danse. Et alors, de quelle manière on va pouvoir... Là, je me soucie avec eux d'être sûr que c'est quelque chose qui ne glisse pas trop. Donc, quand je fais les portées, je sais que ça peut tenir. Je sais qu'Aimé veut remettre plein de diamants et tout, donc je signalais qu'il faut faire attention. Parce que peut-être que ça peut la couper. Voilà. Donc, on est vraiment dans ce processus qui est vraiment passionnant. À la fois de voir naître les choses et puis de les corriger au fur et à mesure pour essayer de trouver quelque chose qui soit satisfaisant pour les deux. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Les organisateurs de l'UPAO viennent de remettre un chèque de 25 000 € à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce montant correspond aux bénéfices récoltés lors de la vente aux enchères effectuée lors de la 3e édition en juin dernier. Cette somme permettra de financer un projet de sauvegarde des chimpanzés en Ouganda mené par la FPA2. La 4e édition de l'UPAO a d'ores et déjà été confirmée avec quelques nouveautés prévues pour 2020. Elle aura pour thème la planète et ses couleurs. Comme promis, retrouvons dès à présent notre invité de la semaine. Il s'agit donc de Aurélie Razimbaud, le coup de cœur des lycéens. Elle est interviewée par Sandrine Nègre. Bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Alors tout d'abord, félicitations. Merci, je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce prix. Alors nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir sur Monaco Info car tout au long de l'année, nous avons suivi et filmé les différentes étapes qui ont permis d'accéder à la proclamation de ce prix. Alors assez naturellement, toute première question, je voudrais savoir quelle importance cela revêt d'avoir été primé par de très jeunes lecteurs. C'est extrêmement touchant et important pour moi parce que on dit beaucoup que les jeunes ne lisent plus beaucoup, qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, que la lecture est en désertion. Et en fait, en rencontrant ces lycéens, moi c'est vrai que dans ma vie quotidienne, j'ai pas trop l'occasion d'être en contact avec le lycée. Et en les rencontrant là début juin, je me suis rendu compte que c'était des grosses lectrices, parce qu'il n'y avait que des filles en l'occurrence. Il est vrai. Qu'elles étaient extrêmement exigeantes, qu'elles argumentaient de façon intelligente, posée. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir en fait. Et j'étais ravie aussi de pouvoir leur montrer que la littérature c'est quelque chose... on est dans le plaisir et on est aussi dans le... que c'est possible s'il y en a qui ont des envies d'écrire. Moi, c'est vrai que j'ai mis du temps parce que j'ai publié mon premier roman à 35 ans, mais que c'est toujours possible en fait, que c'est pas quelque chose qui est réservé aux grands noms ou aux auteurs morts. Qu'est-ce qui vous a justement, décidé à passer à l'écriture ? C'est une envie qui est là depuis longtemps. C'est pour ça que je parle aussi de l'époque du lycée, où c'était déjà présent pour moi et où j'ai mis énormément de temps. Et le déclic, en fait, ça a été une conversation avec mon grand-père, où j'ai appris tardivement qu'il avait fait la guerre d'Algérie. Il ne m'en avait jamais parlé. C'est à partir de ce silence, en fait, que j'ai eu envie de reconstruire son histoire et de l'inventer. Parce que j'avais déjà commencé d'autres romans, mais qui étaient plus de l'ordre de l'autofiction. Et ça ne fonctionnait pas, ça ne me convenait pas. Et je me suis dit, pour un premier roman, il faut aller chercher loin de moi, pour vraiment être dans la fiction.
Une vie de pierre chaude, hein, on rappelle le titre de cet ouvrage. Est-ce qu'il est important aussi à vos yeux de pouvoir, j'allais dire, transmettre justement une histoire, transmettre quelque chose à vos lecteurs, à vos lectrices, là en l'occurrence pour ce coup de cœur, parce que c'est vrai que l'Algérie ne figurait peut-être pas véritablement dans leur parcours, un petit peu peut-être en histoire, mais voilà, l'Algérie n'était peut-être pas au cœur de leurs préoccupations, en tout cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est une période de l'histoire de France qu'on aborde assez peu, en tout cas de mémoire, de ce que je me souviens au lycée. Je pense que c'est toujours pareil. Et du coup, je trouve ça intéressant, effectivement, de l'aborder aussi par le prisme du roman et de la fiction. Ça permet aussi de peut-être faciliter les choses, parce que c'est une période quand même assez complexe, qui fait encore polémique. Donc le fait de l'aborder par le roman et par la fiction, je trouvais ça intéressant, et c'est vrai que ça peut être... Enfin, moi-même, je lis beaucoup de romans qui me permettent d'en apprendre énormément sur l'actualité des pays, sur leur histoire. Et donc cet exercice-là, oui, c'était dans cette volonté, effectivement, de transmettre quelque chose. Est-ce que le fait de recevoir ce coup de cœur des lycéens, dans le cadre bien sûr du palmarès 2019 de la Fondation Prince-Pierre, vous, j'allais dire aussi, motive pour de prochains ouvrages? Oui, j'ai commencé à écrire déjà un deuxième roman. Oui, j'ai cette envie, j'ai envie de continuer. Alors j'espère que les lecteurs seront au rendez-vous, et les lycéens aussi, du coup, parce que je vais les garder encore plus dans mon lectorat en écrivant. Vous avez pu rencontrer ces autres écrivains qui étaient en lice pour le coup de cœur des lycéens. Est-ce que ça vous a permis de nouer peut-être des liens avec des écrivains que vous ne connaissiez peut-être pas à ce jour? Oui, tout à fait, d'autant que c'est également des primo-romanciers comme moi, donc qui ne sont pas forcément encore très connus. Et c'est vrai que les premiers romans, les rentrées littéraires, c'est des événements toujours importants. Et il y en a certains que j'avais déjà rencontrés sur d'autres salons, donc c'est assez plaisant de se retrouver d'un événement à l'autre. Ça crée une ambiance conviviale et où on est tous rassemblés par la passion de l'écriture et de la littérature. Donc c'est effectivement très enrichissant. Aurélie Razimbaud, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations encore et très bonne continuation dans le domaine de la littérature. Un grand merci. À bientôt. Au revoir. Passons à présent notre météo en revue. La principauté se réveillera sous le soleil jeudi avant l'arrivée de nuages dans le ciel monégasque. Des nuages qui ne gâcheront en rien l'effet de beau temps. Les températures seront comprises entre 12 et 17 degrés. Temps couvert vendredi, très peu d'éclaircies, un mercure stationnaire. Le week-end s'annonce pluvieux avec un ciel incertain samedi et des averses orageuses dimanche. La pluie sera également omniprésente en début de semaine prochaine, une tendance à confirmer. Les températures grimperont jusqu'à 18 degrés au meilleur moment de la journée lundi et mardi. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.